Un appel en pleine nuit. Une menace venue de loin. 48 heures pour décider du sort d'un pays tout entier. Voilà comment tout a commencé, dans la plus grande discrétion, mais avec un fracas qui allait secouer non seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique et même bien au-delà. Il est 3h17 du matin, au palais présidentiel de Ouagadougou. Le téléphone sonne, brisant l'épaisseur du silence. Les volets sont clos, la lumière tamisée, le personnel retient son souffle. Le président Ibrahim Traoré hésite, puis décroche. Une voix glaciale, celle du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'impose. Ces mots claquent sans détour: rétablissez nos contrats miniers, restaurez notre partenariat de surveillance, annulez toutes les mesures contre les intérêts israéliens. Sinon, vous n'aurez que deux choix, démissionner ou être destitué. Il n'y a pas de coup d'État, pas de militaires aux portes. Mais une voix étrangère, posée, sûre d'elle-même, tente de dicter le destin d'un peuple. En quelques phrases, la souveraineté du Burkina Faso est suspendue au bon vouloir d'un dirigeant lointain, sur un autre continent. Traoré n'a que 48 heures. Céder et perdre l'indépendance durement gagnée. Résister et risquer l'isolement, la ruine économique, peut-être même le chaos. Tout semble écrit d'avance. Un pays africain sous pression cède à une grande puissance. Mais Traoré refuse ce scénario. Dans la pénombre de son bureau, il fait face à la menace. C'est Kachonni. Je ne négocie pas avec les maîtres chanteurs. Je ne courbe pas l'échine devant les puissants. Sa voix est ferme, animée d'une détermination rare. Désormais, ce n'est plus seulement le Burkina Faso qui est en jeu. C'est la dignité d'une génération, la fierté de tout un continent. Accepter la domination étrangère, c'est accepter l'humiliation, la pauvreté, la perte de contrôle sur ses richesses. Résister, c'est risquer la peur, le vide, l'inconnu, mais aussi préserver l'espoir d'un autre avenir. Dans ces 48 heures, chaque décision peut changer l'histoire. Traoré fait face à un choix brutal, protéger la souveraineté de son pays ou céder à la facilité empoisonnée de la soumission. Les enjeux sont immenses, indépendance réelle, prospérité, reconnaissance aux yeux du monde. Mais que se passe-t-il quand un dirigeant dit non au chantage et ose défendre la dignité de toute une nation ? Ces 48 heures vont bouleverser le destin du Burkina Faso, et bien au-delà. Dans l'ombre de la présidence, les heures s'égrènent. Chaque décision du président Traoré pourrait faire basculer le pays dans une nouvelle ère. Pourquoi Israël et l'Occident estiment-ils pouvoir dicter leurs lois à Ouagadougou ? Pour saisir l'ampleur de cette question, il faut remonter le cours de l'histoire africaine, marquée par la domination étrangère, l'ingérence politique et l'exploitation économique. Depuis plus d'un siècle, le Burkina Faso, comme tant d'autres nations du continent, subit la pression directe des puissances extérieures. Après des décennies de colonisation française, la tutelle ne s'est jamais totalement dissipée. Militaires occidentaux, conseillers venus d'ailleurs et multinationales minières continuent d'imposer leur influence. Revenons quelques décennies en arrière. À l'aube du XXe siècle, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, était une colonie française. Les colons imposaient leurs rentes et leurs lois, exploitaient les terres, forçant les populations à travailler dans les mines et sur les plantations. Après l'indépendance, proclamée en 1960, la France a continué à exercer une influence discrète mais profonde à travers des accords de défense, la francophonie et le franc CFA. Prenons l'économie burkinabé. Elle demeure enfermée dans des contrats miniers inégaux. Les gisements d'or et de manganèse, pourtant abondants, profitent surtout à des firmes étrangères. Les accords, souvent conclus sous contrainte, perpétuent un système où le pays abandonne ses trésors pour des miettes et une dépendance financière chronique. Pour illustrer, citons le cas de la mine d'or d'Essakane, exploitée par une société canadienne. Si la production annuelle représente plusieurs tonnes d'or, la majorité des bénéfices repart vers l'étranger, laissant au Burkina Faso une portion infime des revenus, souvent inférieure à 20%. Les populations locales, quant à elles, subissent donc pollution, expropriation et promesses non tenues. La sphère sécuritaire n'échappe pas à cette emprise. La présence militaire étrangère, qu'elle soit française, américaine ou israélienne, se présente comme une aide. En réalité, elle sert bien souvent à préserver un ordre établi, protégeant des intérêts géopolitiques qui ne sont pas ceux du peuple burkinabé. La souveraineté du pays s'effrite, négociée fragment par fragment. Regardons l'exemple de l'opération Barkhane, menée par l'armée française depuis 2014 dans le Sahel. Si l'objectif affiché était de lutter contre le terrorisme, de nombreux Burkinabés estiment que cette présence militaire a surtout permis de sécuriser les corridors miniers, laissant les populations civiles exposées à l'insécurité persistante. Face à ces blocages, le sentiment d'impuissance est profond.
Beaucoup d'Africains s'interrogent. À quoi bon voter, construire, rêver, si les vraies décisions se prennent à Paris, Washington ou Tel Aviv? Cette humiliation, ce sentiment d'être constamment sous tutelle, marque durablement la mémoire collective. Pour beaucoup, ce sentiment s'exprime à travers l'expression « On n'a pas quitté la colonisation, elle a juste changé de visage ». Cette phrase entendue dans les marchés de Ouagadougou comme dans les universités de Dakar résume une frustration partagée par des millions de citoyens. Fermer les yeux sur ce contexte, c'est accepter que la domination et l'humiliation se transmettent de génération en génération. Le risque? Rester enfermé dans un cycle de dépendance, incapable de forger librement notre avenir, notre dignité, notre prospérité. Mais alors comment briser cette fatalité? La crise née de l'ultimatum étranger à Ouagadougou allait-elle confirmer encore la toute-puissance extérieure, ou bien ouvrir une brèche vers une Afrique maîtresse de son destin? C'est dans ce climat d'incertitude et de tension que le président Ibrahim Traoré va surprendre tout le monde. Sa riposte, en moins de 48 heures, va bouleverser tous les pronostics. Et si une simple phrase pouvait déclencher un séisme géopolitique? Au cœur d'une nuit suspendue, Ibrahim Traoré répond à la menace étrangère d'une voix de glace « Je ne négocie pas avec les maîtres chanteurs, je ne plie pas ». En quelques instants, le sort du pays bascule. La peur cède la place à une détermination brûlante. Aucune hésitation, aucun retour possible. Traoré convoque dans l'urgence un conseil de crise nationale. Ministres et conseillers se pressent dans une salle saturée de tension. Un seul objectif les unit. Tenir bon, refuser la soumission, organiser la riposte. La stratégie s'impose avec la clarté du désespoir. Sortir de l'isolement devient vital. Dès la première lueur du jour, des messages cryptés filent vers Caracas, Moscou et Pékin. Avec le Venezuela, la Russie et la Chine, Traoré cherche des alliés capables d'affronter, eux aussi, les anciens ordres établis. La résistance s'organise sur tous les fronts, défense militaire, sécurité numérique, survie économique. Le message est limpide. Le Burkina Faso n'est plus seul. Il rejoint un élan mondial de solidarité sud-sud. Mais la décision provoque une onde de choc bien au-delà des salons du pouvoir. Dans chaque ville, la population se lève. Des foules immenses envahissent les rues, non pour supplier, mais pour afficher leur fierté et leur soutien. En quelques heures, un puissant mouvement nationaliste se forme, comme si la voix de Traoré avait réveillé une mémoire ancienne. En 2019, lors des manifestations au Soudan, la population avait renversé une dictature vieillissante en descendant massivement dans la rue. Au Burkina Faso, la scène se répète. Étudiants, commerçants, paysans, tous se rassemblent derrière un mot d'ordre, la dignité avant tout. Sur les ondes, dans les messages partagés, une phrase revient sans cesse. Nous sommes debout, nous sommes libres et nous sommes prêts. L'idée s'impose pour la première fois. Aucune force extérieure, si redoutable soit-elle, ne dictera la volonté d'un peuple décidé à défendre sa souveraineté. Mais ce refus frontal a un prix. Les conseillers le murmurent, des sanctions économiques dévastatrices, des cyberattaques invisibles, des campagnes de désinformation, voire même des tentatives de déstabilisation violente peuvent frapper à tout moment. Pourtant, ce prix paraît dérisoire face à l'enjeu. Affirmer que désormais, le destin du Burkina Faso ne se joue plus dans l'ombre, mais à la lumière, devant toute l'Afrique et le monde. En moins d'une journée, la crise cesse d'être seulement burkinabé. Elle devient une onde de choc qui résonne de Dakar à Dar es Salaam, de Bamako à Kinshasa. Ce n'est plus une question de contrat ou de menace, mais un appel à la dignité et à l'unité africaine. Pourtant, au moment où l'aube se lève sur Ouagadougou, une question obsède Traoré et ses proches. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour tenir tête aux puissances qui menacent de tout écraser? Quand la résistance se propage, c'est un continent entier qui s'éveille. À peine la décision de Traoré rendue publique, la riposte ne tarde pas. Les réseaux électriques du Burkina Faso sont attaqués. Des coupures brutales plongent plusieurs villes dans l'ombre. Les banques étrangères bloquent toutes les transactions, coupant le pays de ses ressources. Les agences de notation internationales rétrogradent la note du Burkina, cherchant à semer la panique et la défiance. Mais ce siège économique, loin d'abattre la nation, la soude davantage. Dans les rues de Ouagadougou, la colère se mue en action. Les Burkinabés refusent de céder. Radios et réseaux sociaux répètent un même cri. « Nous tiendrons, nous ne sommes pas seuls ». La solidarité traverse bientôt les frontières. Depuis Caracas, le Venezuela condamne ouvertement les pressions étrangères et promet de lancer un pont aérien humanitaire. Moscou dépêche des experts en cybersécurité et offre un appui diplomatique à l'Organisation des Nations Unies. Pékin, prudent mais ferme, s'engage à maintenir les échanges et à faciliter l'accès à des crédits d'urgence.
ce front uni prend les grandes puissances de court. Pour la première fois depuis des années, l'Union africaine affirme clairement: une attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre toute l'Afrique. Le ton est inédit, déterminé. Les chancelleries européennes et israéliennes comprennent que la fracture espérée devient ciment. Le continent se resserre. Dans toutes les capitales africaines, la rue s'enflamme. À Bamako, à Lomé, à Abidjan, les drapeaux burkinabés flottent aux côtés de ceux des voisins. Souveraineté, l'Afrique aux Africains, non à l'ingérence, scandent les manifestants. Sur les murs, des fresques à l'effigie de Traoré inspirent une jeunesse avide d'émancipation et d'espoir. Un nouvel élan prend forme. Le Burkina Faso lance des pourparlers pour bâtir une alliance économique avec des États africains, sud-américains et asiatiques. Les circuits commerciaux se réinventent, contournant les sanctions. Les secteurs clés, mines, agriculture, énergie, recherchent des partenaires hors des sphères d'influence classiques. Chaque jour d'isolement forcé fait grandir la détermination. Il ne s'agit plus seulement de sauver un pays, mais de prouver qu'un continent peut s'unir, se défendre, écrire son propre avenir. Ce qui a commencé dans la pénombre d'un bureau présidentiel devient la matrice d'une renaissance panafricaine. Derrière les épreuves, un projet de société se dessine. Une jeunesse découvre dans la résistance l'horizon d'une Afrique enfin maîtresse de sa voix et de son destin. Mais le chemin reste semé d'embûches. À chaque victoire, de nouveaux défis surgissent, menaçant l'élan fragile de cette union retrouvée. Et si le véritable pouvoir jaillissait, non pas des grandes puissances, mais de la solidarité populaire et de l'ingéniosité locale? Cette question obsède désormais le Burkina Faso, où le choix décisif de l'indépendance bouleverse chaque aspect de la vie quotidienne et fait vibrer tout le continent africain. À peine la rupture proclamée, de nouveaux systèmes financiers apparaissent. Des banques nationales voient le jour, des comptes souverains s'ouvrent et surtout, les investissements entre pays du Sud se multiplient. Il n'est plus question de dépendre d'anciennes puissances. Le Burkina Faso noue ses premiers accords de financement direct avec le Mali, la Guinée et même le Venezuela. L'argent circule de main en main, sans passer par les circuits de contrôle traditionnels. L'économie, elle aussi, se réinvente à grande vitesse. Les agriculteurs reprennent confiance. Ils sèment, récoltent, transforment et vendent leur production sur place ou à leurs voisins africains. Les petites et moyennes entreprises, longtemps écrasées par la concurrence étrangère, renaissent. Textile, construction, technologie mobile. Sur les chantiers, des infrastructures nouvelles s'élèvent, bâties par des ingénieurs locaux ou des partenariats africains, et non plus par des multinationales anonymes. Ce renouveau bouleverse la société tout entière. Dans les écoles et les universités, des ateliers sur la souveraineté et l'innovation se multiplient à vive allure. Artistes, scientifiques et entrepreneurs engagés partagent leur vision avec la jeunesse. Les étudiants écrivent des chansons, peignent des fresques, inventent des applications pour répondre aux besoins locaux. Partout où l'énergie créative s'exprime et se propage. Les médias nationaux mettent en avant les réussites africaines. Un cinéaste burkinabé reçoit un prix prestigieux, une jeune start-up conçoit une solution d'irrigation intelligente, un groupe de lycéens lance un festival de la culture sahélienne. Une fierté collective nouvelle grandit. Le pays ne se contente plus du regard des autres, il écrit son propre récit. Peu à peu, l'image du continent change. On ne parle plus seulement de pauvreté ou de conflit, mais d'ingéniosité, de résilience et d'élan. Les initiatives autonomes essaiment, inspirant d'autres nations à tenter, elles aussi, le saut vers l'autodétermination. Mais s'engager sur cette voie n'est pas sans péril. Il y a des moments de flottement, des pénuries, des tâtonnements douloureux. Les premiers mois sont rudes. Il faut apprendre à se passer de certains produits importés, à improviser de nouveaux circuits d'approvisionnement, à subir la pression des sanctions. Parfois, le découragement rôde. Pourtant, chaque difficulté devient une preuve supplémentaire que les Burkinabés sont désormais maîtres de leur destin. Le choc de l'indépendance traverse toute la jeunesse. Dans les lycées et les quartiers, les débats s'enflamment. Comment bâtir une société plus juste? Quelles technologies imaginer localement? Quelles alliances forger? Des collectifs s'organisent, des mouvements citoyens émergent, et de nouvelles plateformes numériques voient le jour pour échanger idées et solutions. Pour donner un exemple concret, à Ouagadougou, des associations de jeunes lancent des programmes d'alphabétisation en langue locale, pour que nul ne soit exclu du renouveau. Dans les campagnes, les coopératives agricoles se fédèrent et mutualisent leurs ressources pour acheter des semences et du matériel produit localement. Très vite, c'est tout le continent qui observe.
l'audace du Burkina Faso déclenche une onde de choc. À Dakar, à Kinshasa, à Addis Abeba, des voix s'élèvent pour réclamer plus d'autonomie, plus d'innovation, plus de courage politique. L'ambition et la fierté se propagent. Ainsi, l'indépendance n'est plus un slogan, mais une réalité tangible, qui transforme les économies, les esprits et les horizons. Le risque demeure immense, les obstacles nombreux, mais l'espoir d'une Afrique actrice de son histoire l'emporte sur la peur. Pourtant, à mesure que le pays avance sur cette voie nouvelle, les tensions extérieures s'exacerbent. Les regards du monde entier se braquent sur Ouagadougou, où tout peut encore basculer. La souveraineté ne se donne pas. Elle se conquiert jour après jour par la volonté et le courage. Ce que le président Ibrahim Traoré a incarné, c'est bien plus qu'un geste d'audace isolé. Face à une pression étrangère soudaine, il a prouvé que la dignité d'un peuple ne se négocie pas dans l'ombre et que la liberté n'est jamais l'aumône d'un puissant. En moins de 48 heures, il a retourné la brutalité d'une menace internationale en un élan d'unité sans précédent pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute une génération d'Africains. Son refus ferme, repris par les médias et gravé dans la mémoire populaire, a lancé un message clair. La souveraineté ne se mendie pas, elle se revendique et se défend. Mais ce sursaut n'est pas l'apanage des chefs d'État ou des grandes déclarations. Il appartient à chaque citoyen, à chaque communauté qui refuse l'humiliation et la soumission. Par des choix quotidiens, des actes de solidarité, chacun peut façonner une histoire différente pour son pays. Prenez l'exemple du Ghana qui, sous Kwame Nkrumah, dans les années 60, avait osé défier l'ordre colonial britannique en nationalisant les mines de cacao et en lançant un vaste chantier d'industrialisation. Bien que confronté à des difficultés, ce choix a inspiré une vague de mouvements d'indépendance sur tout le continent. Aujourd'hui, chaque Burkinabé peut, à son échelle, s'inspirer de cette histoire, privilégier les produits locaux, soutenir les initiatives citoyennes, dénoncer les ingérences et défendre la vérité face à la désinformation. Les réseaux sociaux, les médias communautaires, les groupes de quartier deviennent des lieux de résistance et de construction collective. Ignorer cette leçon, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Mais s'en emparer fait de chaque spectateur, burkinabé, africain ou citoyen d'un État sous influence en ce moment un acteur du destin collectif. Il devient alors possible de défendre la dignité, de préserver la stabilité et, surtout, de démontrer que l'indépendance réelle n'est pas un privilège réservé aux puissants. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement de repousser une menace passagère, mais de maintenir vivant l'esprit d'indépendance. L'avenir de la prospérité africaine, de la sécurité et du respect sur la scène mondiale dépendra de la vigilance et de l'engagement de tous. La souveraineté est un combat de chaque instant, fait de lucidité, d'audace et de solidarité entre nations et citoyens. Ce que retiendra l'histoire, ce ne sont pas seulement les menaces venues de l'ombre, mais la lumière levée dans les cœurs. Cette lumière, chaque génération peut la porter plus haut. À vous maintenant. Face à l'influence étrangère, face aux pressions économiques ou médiatiques, quelle sera votre part de courage, votre part de résistance, votre contribution à la souveraineté de votre pays? L'histoire ne se subit pas, elle se choisit. Pour aller plus loin, voici quelques actions concrètes que chaque citoyen peut entreprendre pour renforcer la souveraineté nationale. Premièrement, privilégier systématiquement les produits fabriqués localement, que ce soit dans l'alimentation, l'habillement ou les technologies. En faisant ce choix, on soutient l'économie nationale et on réduit la dépendance aux importations. Deuxièmement, participer activement à la vie associative, au débat public et aux initiatives communautaires. Plus les citoyens s'impliquent, plus la société devient résiliente face aux tentatives d'ingérence. Troisièmement, investir dans l'éducation et la formation, notamment dans les filières scientifiques et techniques. Une jeunesse instruite et compétente est la meilleure arme contre la domination extérieure. Quatrièmement, encourager l'entrepreneuriat local et les circuits de cours. Créer une entreprise, soutenir une coopérative, acheter directement aux producteurs, ce sont autant de gestes qui construisent une économie souveraine. Enfin, défendre la vérité, lutter contre la désinformation et soutenir une presse indépendante et critique. La guerre de l'information est aujourd'hui aussi décisive que les batailles économiques ou militaires. En adoptant ces pratiques, chaque citoyen devient un maillon essentiel de l'indépendance collective. En conclusion, l'histoire du Burkina Faso face à l'ultimatum étranger n'est pas seulement celle d'un défi politique. C'est l'histoire exemplaire et universelle d'un peuple qui refuse l'humiliation, qui choisit l'audace et qui ouvre la voie à une Afrique debout, fière et unie.
Alors quoi que l'avenir réserve, souvenons-nous que la souveraineté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se conquiert, se défend et se transmet. Et chacun de nous, par ses choix quotidiens, contribue à écrire cette histoire.